fuck my wife. Met me at a very strange time in my life. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'aide. J'y arrive pas tout seul. T'arrives pas à quoi? À écrire. Vous étiez prof, vous savez comment on fait? J'étais prof, moi. Et bien sûr, vous étiez à la fac. Ah bon? Et puisque je vous ai eu comme prof, moi. J'étais doctorant. C'est pas pareil. De toute façon, ça n'a pas duré, mec, à voir. Donc vous savez comment on fait, hein? Ouais. Je sais faire ça. Mais non, je t'aiderai pas, non. Parce que j'ai pas envie, là. J'ai pas envie. Selon vous, ça fait combien de temps qu'on vous a arrêté? Je sais pas, 2 mois et demi, 3 mois. 6 mois. 6 putains de mois. Et vous avez vraiment l'impression d'aller mieux là? C'est lui qui t'envoie, c'est ça? Non. Pourquoi? Ben parce que figure-toi qu'il m'a conseillé de travailler avec toi. Il m'a conseillé de m'ouvrir aux autres. Il doit avoir une raison, vous croyez pas? Parce que j'ai l'impression qu'on s'ouvre aux autres, toi, quand on travaille sur internet. Tu te rends pas compte que ce qu'on raconte, ça intéresse personne? Vous avez été radis à ce qu'on dit. Avant même d'être prof. Mais moi, je sais ce que vous voulez, moi, il n'y a pas besoin d'être psy pour ça. Vous voulez vous produire. Vous voulez déblatérer vos trucs face à un public. Vous, ce que vous aimez, c'est les étudiants, mais les étudiants, ça dure qu'un temps. Là, sur internet, là, n'importe qui, tout le monde peut vous voir. Tout le monde. Ouais, j'ai vu votre psy, ouais. Il m'a raconté un tas de trucs, mais c'est moi qui ai décidé de venir. Parce que c'est vrai ce que je vous ai raconté, putain. J'y arrive pas, ça bloque, ça veut pas sortir. Ok. Je vais parler de quoi? J'avais promis un épisode sur les costumes et le maquillage. Le truc pas du tout galère, quoi. Putain de promesse. Ça fait pas un peu trop tilou là? Non, ça va? Bon. Ouais, il y a personne en fait, c'est... Non, ouais, j'ai l'air con, putain. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai dit qu'on parlerait du costume et du maquillage, alors je me suis dit que j'allais faire cette petite mise en scène. Ouais, voilà. Je vais le couper au montage, ça, hein? Ouais, ça vaut mieux. Allez, c'est parti.
Pour faire une jolie continuité avec l'épisode précédent, souvenez-vous, je vais vous parler des décors. On en a vu l'histoire, mais qu'en est-il du décorateur? Comment se comporte-t-il lorsqu'on lui file un scénar? Et qu'est-ce qu'il fout sur un plateau? Bon, le schéma que je vais employer pour décrire ces trois métiers sera toujours le même. D'abord, on va commencer par voir ce que fait ce digne travailleur avant le tournage. En ce qui concerne le décor, ça commence comme souvent par une discussion entre le chef décorateur et le réalisateur. Là, ensemble, ils décident de ce que sera le décor. Le but étant de trouver un compromis entre ce que veut le réalisateur et ce que veut et surtout ce que peut faire le chef déco. Oui, parce que tout n'est pas possible à faire à cause du budget, parfois serré certes, mais aussi physiquement. Après l'étape du repérage du lieu de tournage, le chef déco réunit son équipe, laquelle est composée de l'ensemblier, j'y reviens, du chef peintre et du chef constructeur. Ensemble, ils discutent de ce qui va être fait, toujours entre le vouloir et le pouvoir. À l'issue de cette réunion, le chef déco va pouvoir proposer des dessins, des maquettes, des esquisses au réalisateur. A noter qu'il collabore également avec le chef opérateur pour tout ce qui est des matières qu'il va employer. Il s'informe sur la manière que ce dernier va avoir d'éclairer son décor, car un décor sans lumière, ça n'existe pas. Hein. Voilà. Un film sans lumière, ça n'existe pas non plus, de tout sens. Hein, donc... Ou alors c'est concept, c'est abstrait. Puis vient l'étape des devis, faut bien y passer. L'équipe déco a son propre budget et lorsque l'on réalise un film, on fait appel à beaucoup de monde, à des serruriers, à des menuisiers, à des paysagistes, à des portugais. Non, ça les portugais c'est cliché, limite raciste, xénophobe. Pour être chef déco, il faut un esprit de démerde, parce que ça demande énormément de système D, et ça, je trouve ça génial. Au moment de la construction, un mec qu'on nomme régisseur d'extérieur, dont le nom n'a a priori rien à voir avec ce qu'il fait, s'occupe de courir à droite à gauche pour aller chercher ce qui manque à l'appel. Bon, une fois l'ossature achevée, l'ensemblier, nous y voilà, place les meubles et continue à donner vie au décor. Sachez d'ailleurs qu'il doit parfois s'intéresser de près aux personnages pour que si c'est leur appartement ou leur maison, le décor corresponde à leur personnalité. Bref, c'est là que les Reapers entrent en jeu. C'est grosso merdo comme les déménageurs de l'extrême à la télé, sauf qu'ils ont sûrement beaucoup moins de moyens et qu'ils sont sûrement beaucoup plus malins, déjà parce qu'ils font pas ce genre d'émission. Ils sont donc chargés de déplacer le décor jusqu'au plateau en le démontant en pièces préalablement pensées par le chef déco. D'autant que des fois, le décor doit être changé un peu, et l'ordre du tournage étant non chronologique, souvent le chef déco doit être prêt à le modifier ou à le changer. Ensuite vient logiquement le temps du tournage, sauf si entre-temps le film est tombé à la flotte, ce qui est relativement rare. À ce moment-là, les décorateurs ne sont pas trop sur le plateau. En fait, ils ne viennent qu'à ce qu'on appelle l'ouverture du décor, avec le réal, pour corriger 2-3 trucs. Ce qui implique souvent d'agir dans l'urgence, dans le cas d'un changement de dernière minute. En fait, le vrai maître du décor sur le plateau, c'est l'accessoiriste qui s'occupe de dire s'il vous plaît, vous asseyez pas sur... Non, parce que c'est une chaise qu'on a achetée dans une brocante, à date du 18e, on n'est pas très sûr qu'elle soit stable, hein, c'est pas un accessoire, ça fait partie du décor, d'accord? Pas sûr qu'elle soit stable. Allez, vous a foutu un putain de siège à la con là-bas, avec votre nom à la con derrière. Allez vous asseoir là-bas, s'il vous plaît. Non, mais parce que là, c'est bon, d'accord, c'est pas tant pour la chaise, même si c'est chiant pour le décor, ça va faire un fort raccord à la con. Mais c'est pour vous allez vous blesser si vous vous cassez la gueule. Non, mais je dis ça pour vous, monsieur DiCaprio. Voilà, allez vous asseoir là-bas, je vous le demande gentiment, allez, s'il vous plaît, là-bas. Putain. Les stars. C'est même pas foutu d'avoir un Oscar, puis alors là, comme ça, DiCaprio. Ce qui l'intéresse, c'est les raccords des objets, s'assurer qu'ils soient bien à la bonne place à chaque prise. Mais aussi certains petits effets spéciaux, normaux, comme des étincelles, le faux sang qui gicle, le feu, etc. Encore une fois, vive MacGyver. Enfin, une fois le tournage terminé dans un décor, le chef déco revient pour démonter le décor, tandis qu'il est toujours en train de préparer le décor suivant. On enlève le décor, on répare occasionnellement les lieux de tournage, on renvoie les éléments loués chez leur proprio, on revend les meubles, souvent d'ailleurs au sein de l'équipe du film. Grosso modo, on remet en l'état le lieu tel qu'on l'a trouvé avant le film, notamment grâce aux photos de repérage. Dans le cas où le décor est créé numériquement, le chef déco fournit des dessins et des esquisses aux employés SFX. C'est ensuite le rôle du production designer de chapeauter le tout, souvenez-vous, j'en ai déjà parlé dans mon émission précédente. Son travail est d'autant plus important lorsqu'un décor numérique prolonge un décor réel. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
L'histoire des costumes n'est pas très différente de l'histoire des décors. Dans les premiers temps du cinéma, on empruntait des costumes aux mêmes endroits que l'on empruntait des décors, c'est-à-dire dans les théâtres. Je vous renvoie encore une fois à Méliès et à ce costume de magicien-là en particulier, qui était son costume de scène. D'ailleurs, comme pour le décor, les années 20 et plus largement la première moitié du XXe siècle est marquée par des collaborations avec des artistes plasticiens tels que Picasso ou, roulement de tambour, Fernand Léger. Et oui, souvenez-vous, il avait déjà taffé sur les décors de l'Inhumaine de Marcel L'Herbier. On remarque que le cinéma a même changé l'approche du spectateur envers le costume. À titre d'exemple, dans les années 50, les jeunes Américains et les jeunes Américaines se sont mis à s'habiller comme les stars de leurs films préférés. Ils ont pris comme modèle vestimentaire des costumes de cinéma. Moi-même, depuis que j'ai vu Le Seigneur des Anneaux, je marche pieds nus. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ça veut dire que pour un film qui se passe dans les années 50, le costumier s'inspire d'habits qui sont eux-mêmes inspirés de costumes de cinéma ? Est-ce que ça irait pas plus vite de s'inspirer directement des costumes de cinéma? Voire même de les ressortir. Je suis sûr qu'il y a quelque part à Hollywood un local où ils stockent tous les costumes, t'as juste à ressortir le bazar, tu le colles sur un acteur ou sur une actrice, pif, t'es dans les années 50. Bref. Mais il fait quoi le costumier? Bon alors, avant le tournage, il y a à peu près 2 mois de préparation durant lesquels le costumier va dépouiller le scénario, c'est-à-dire qu'il va noter à partir du scénario tous les costumes nécessaires au film. Puis il s'agira de trouver ces costumes, quitte parfois à en prévoir plusieurs, au cas où le personnage ou le comédien doit être mouillé ou taché. Attention, le travail du costumier ou de la costumière n'est pas un travail de créateur de mode. D'ailleurs, le plus souvent, ils ne créent pas les costumes comme la plupart des projets sont contemporains. Alors ils font du shopping. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire ça pendant les soldes. Plus sérieusement, son job consiste à mettre en costume le caractère d'un personnage, et c'est pour cela qu'elle taffe avec le réal comme pour la déco. D'ailleurs, elle échange également avec le décor, l'accessoiriste et le chef-op pour établir le personnage, certes, mais aussi pour voir les matières et leur rapport à la lumière. Puis elle fait venir les comédiens dans son atelier pour les essayages et les éventuelles retouches. Mais son job s'arrête là. Puisque sur le plateau, c'est l'habilleuse qui prend le relais. D'ailleurs, cette habilleuse, selon l'ampleur du tournage, peut avoir plusieurs assistants ou assistantes, même si la tendance est à la baisse des effectifs. Le matin, en arrivant sur le plateau, elle prépare les costumes, elle les repasse, les répartit en fonction du programme de la journée. Mais elle est aussi chargée de prévoir les vêtements dont auront besoin les comédiens, comme des kawés, des fois qu'il pleuve. À partir de là, son travail consiste à scruter les comédiens toute la journée pour éviter les faux raccords costumes. C'est pour cela qu'elle prend une multitude de photos, au cas où le lendemain, elle aurait une tache de sang à reproduire par exemple. Elle travaille en collaboration avec l'accessoiriste. J'en profite pour dire que sur un plateau, chaque poste a son boulot et qu'il n'en déborde pas. Mais dans le cas des costumes et de l'accessoire, une montre c'est quoi? Eh bien c'est l'accessoiriste, parce qu'on considère que tout ce qui est en tissu est du ressort de la costumière et que le reste, c'est l'accessoiriste, même si le comédien n'utilise pas cette montre. Et alors, un mouchoir en tissu, on fait comment? Eh bien, c'est là qu'il y a des malentendus. Il peut en résulter un surplus de mouchoirs, ce qui n'est pas trop mal, surtout si quelqu'un sur le plateau a un rhume, ou bien une absence totale. Alors on demande au régisseur général de demander au stagiaire régisseur d'aller en acheter un. Et la journée s'achevant, elle nettoie les costumes et occasionnellement les répare. Mais je n'en ai pas tout à fait terminé avec elle. Comme dans le cas du chef déco, quel est leur rôle dans la création d'un costume numérique? Bon, la costumière va continuer à esquisser ses costumes, elle n'aura juste pas à les acheter ou à les créer, puisqu'elle filera le dessin à l'équipe CGI comme le décorateur. C'est le cas pour Man of Steel ou La Belle et la Bête. Mais l'habilleuse, elle fait quoi dans tout ça? Est-elle chargée de mettre les capteurs en place pour la performance capture? Pour être tout à fait honnête avec vous, comme c'est une technique récente, je n'ai pas trouvé l'info. Sur certaines vidéos, on voit quelqu'un placer les marqueurs, mais rien ne prouve que c'est bien l'habilleuse. Cependant, à mon avis, c'est elle, puisque sur d'autres vidéos, on voit la maquilleuse placer les marqueurs au visage. Si vous avez la réponse ou si vous connaissez un lien qui donnerait la réponse, je vous invite à le mettre en commentaire. Encore une fois, c'est une technique héritière du théâtre. Ce n'est pas un maquillage de beauté. Dans les arts, on le nomme maquillage de composition car il compose un personnage tout simplement. Mais d'abord, historiquement, le maquillage a dû suivre l'évolution du cinéma, et notamment des techniques de filmage. Il a dû s'affiner avec le temps et changer à cause de la couleur. Attention cependant, ça ne veut pas dire qu'il était noir et blanc avant. Les couleurs ont simplement dû se faire un petit peu plus précises. Par exemple, pour les fonds de teint, on a dû évoluer avec la précision du cinéma. D'abord, au théâtre, les fonds de teint étaient bien pâteux jusqu'à ce qu'en 1938, Max Factor invente un fard à eau beaucoup plus léger, puis 10 ans plus tard, un fond de teint crémeux dit Pan Stick, dont la texture est encore utilisée aujourd'hui par de nombreuses marques.
Avec la HD, maintenant, on utilise des aérographes pour que les coups de pinceau ne se voient pas. La tendance est à la fluidification et aux détails plus précis. Encore une fois, qui est le maquilleur? C'est celui qui maquille. Ouais. Oh, d'abord, moi, tutoie. Non, c'est parce que j'avais besoin de toi pour écrire l'épisode suivant, mais... Ok. On va faire ça après. Ouais. Mais ce peut aussi être la personne qui fait les perruques et les barbes, même si le plus souvent, le rôle est tenu par un coiffeur. Pour la maquilleuse, le travail commence environ un mois avant le début du tournage, lors d'une réunion regroupant le coiffeur, le costumier, le réalisateur, les comédiens. Le coiffeur peut se rendre compte de la capillarité des acteurs, et elle peut choisir les produits les plus adaptés à leur peau, et ainsi éviter certaines allergies. Encore une fois, il y a davantage de maquillages, disons, normaux, qui ont pour but de ne pas être vus. Et le maquillage d'effets spéciaux est un maquillage pouvant aller de la simple blessure digne d'un hématome à un troll. Le maquilleur a sa propre vision du personnage, il sait comment il va le maquiller pour faire ressortir sa personnalité, et il doit donc être en adéquation avec la vision du réalisateur et celle du comédien. Et puis encore une fois, il y a le chef opérateur, il faut que le maquillage s'accorde avec la lumière. C'est pour cela que selon les scènes, le comédien pourra être maquillé légèrement différemment, ce qui grâce à la lumière ne se verra pas. Alors, avant le tournage, la maquilleuse fait des essais filmés. Bon alors il y a de la paperasse, comme à chaque fois. On dépouille le scénario pour savoir quel produit utiliser tel jour. Je ne l'ai pas encore dit, mais ce travail se fait grâce au planning fait par l'assistant réalisateur. Et puis, le maquilleur prend des photos du make-up pour être sûr des raccords entre chaque journée. Vous vous doutez bien dans ce cas que le temps de maquillage est variable. Pour un maquillage simple, ce n'est pas trop long. Par contre, dès qu'il y a des prothèses, là on y passe des heures. A noter également qu'elle ne s'occupe pas exclusivement du visage. Toutes les parties visibles du corps doivent être maquillées, les doigts, les pieds, etc. Surtout pour les maquillages d'effets spéciaux. Ça va vous étonner, mais les maquilleuses sont aussi parfois psychologues. En effet, ce sont quasiment les premières personnes que les comédiens croisent sur le plateau. Alors elles doivent les écouter et parfois même les supporter. N'est-ce pas, monsieur DiCaprio? Running gag. En somme, elles sont le tampon entre la vraie vie et le plateau. Elles font du comédien un personnage. Et durant cette journée de tournage, elles suivent les faux raccords comme c'est toujours le cas, vous l'avez compris. Elles se chargent de recoiffer, de remaquiller les comédiens entre chaque prise. Les cheveux qui changent d'un plan à l'autre, ça leur est assez reproché. Après une journée de tournage, c'est un petit peu plus relax pour les comédiens. J'ai lu quelque part qu'ils avaient le droit à un masque pour se détendre. Quand je pense que nous, on doit se payer nous-mêmes notre propre bouteille de cidre pour fêter ça alors qu'on n'est même pas payé, putain. Parle-en à ton oncle. Mais carrément. Mais t'as carrément... Mais attends. Et je t'arrête tout de suite, mais t'as carrément raison. Oui. Ça sonne. Tu peux prendre le relais, s'il te plaît? Oui. Bon alors du coup, le soir, après le tournage, hein, elle range les outils, nettoie les produits, etc. Ou l'inverse, comme vous voulez, vous démerdez avec ça. Ah bah, là, du coup, pour le coup, c'est intéressant. Alors, le problème du maquillage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fournisseurs. Et l'autre truc, c'est que comme le costume, c'est assez fermé, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Pour ainsi dire, c'est pas reconnu. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde sait qu'on en a besoin, mais c'est pas reconnu. Par exemple, au César, en France, il n'y a pas de prix pour le meilleur maquillage. Alors qu'au contraire, aux États-Unis, rendons, je lis ce qui a marqué, hein, rendons à Oscar ce qui est à Oscar, on récompense le maquillage. Le meilleur maquillage. Il veut pas. Putain. Nous avons donc là 3 artisanats nous venant tout droit du théâtre. Seulement, avant qu'ils n'arrivent au cinéma, grâce à Méliès notamment, les Frères Lumière ont réalisé des films sans eux. Et pour ces films, il n'y avait pas de décor construit, pas de costume imaginé, ni de maquillage. Ce qui m'a mené à me poser la question suivante. Finalement, est-ce que devant une caméra, les objets ne changent-ils pas de nature? Je m'explique brièvement parce que je sens qu'on pourrait passer des heures à débattre, mais pour ce faire... Changeons de décor. Tenez, me voilà dans un jardin, la verdure, les arbres, tout ça, c'est super agréable. Bon, là je suis devant la caméra, mais si je passe hors champ, que voit-on? Des arbres, des gens qui passent, mais ces arbres et ces allées ne deviendraient-ils pas décors alors qu'ils n'ont pas été conçus pour ça? Ces gens ne seraient-ils pas devenus des figurants habillés? Pourtant donc aucun chef déco, ni de costumier, ni de maquilleuse. Oui, la nature des choses devant une caméra est changée, mais ces métiers sont-ils pour autant dispensables? Dans le cadre de ma vidéo, j'ai choisi un décor en plaçant mon cadre, mais j'ai aussi choisi un costume parmi mes vêtements. Mais dans de nombreux films, évidemment que non, quand bien même certains documentaires et quelques films de fiction filmés à l'arrache comme ça dans la rue s'en passent.
Pour conclure, si j'ai décidé de vous parler de ces métiers aujourd'hui, c'est parce que je les considère comme des arts. Alors je sais que j'ai tendance à exagérer et à qualifier d'art tout ce que je suis pas foutu de faire de mes deux mains, mais je m'explique. Les acteurs sont considérés comme des artistes car grâce à leur jeu, ils créent un personnage. Et combien de fois ai-je déjà dit dans cette émission que le chef déco, la costumière, le maquilleur participaient à la création d'un personnage, à l'élaboration d'un univers. Et c'est pour ça que pour moi c'est des artistes, et c'est pour tous ces talents dont on parle peu que j'aime le cinéma. J'espère au moins vous avoir donné envie de mater les costumes, les décors et les maquillages dans les films, et au mieux de vous avoir donné envie de faire ces boulots. En attendant, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon film comme à l'accoutumée. Tu vas pas danser? Oh oui, merde. Tu connais pas d'autres pas? Non, non, là je sais pas, j'ai voulu essayer un truc. C'est si moche que ça?